Je n'ai jamais eu l'intention d'aider qui que ce soit. Ce n'était pas non plus un réflexe, c'était simplement un acte négligent d'aider quelqu'un par accident. Cet incident a eu un impact significatif sur ma vie. Sans que je le sache, les gens autour de moi ont commencé à créer une version de moi qui n'était pas vraiment moi. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter cette situation étrange. On s'attendait à ce que je vive non pas la vie que je voulais, mais la vie que les autres voulaient pour moi. Au début, c'était douloureux. Un jour, j'ai été surpris de réaliser que je ne ressentais plus rien. Quand je suis entré dans la maison qui était sur le point d'être engloutie par les flammes, cet incident n'était pas par désir d'aider, ni par réflexe. J'ai simplement remis ma vie à ce que pouvait être le désir de n'importe quel Dieu qui serait là. En conséquence, j'ai survécu et je suis encore en vie aujourd'hui. Que ce soit un acte d'un Dieu ou non est discutable, mais une marque a été laissée sur mon corps, comme pour me rappeler que ma vie a été épargnée. Cela fait 10 ans depuis lors. Étiqueté comme une bonne personne, j'ai été obligé de vivre selon cette image. Le vrai moi n'existe pas, c'est la version de la bonne personne de moi qui marche dans la vie. J'ai pris un emploi dans une agence de publicité locale parce que je ne voulais pas quitter ma grand-mère, qui m'a élevé seul. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune et chacun a construit des familles heureuses depuis lors. En d'autres termes, j'étais un enfant abandonné. Pendant le divorce, il y a eu une grande dispute parce qu'aucun des parents ne voulait me prendre. Ils avaient tous les deux de nouveaux partenaires, après tout, un enfant serait un fardeau. J'ai été élevé par mes grands-parents. Je ne pense pas que j'étais un enfant problématique, mal comporté ou reclus. Mes grands-parents, qui m'ont élevé avec amour, sont décédés au printemps. Quand il n'y avait plus de raison pour moi de rester dans ma ville natale, un ordre de transfert est venu soudainement. C'était un transfert au département des ventes du siège. Voyant cela comme une opportunité, j'ai rapidement vendu la maison et le terrain que j'avais hérité de mes grands-parents et je me suis préparé à commencer une nouvelle vie dans un nouvel endroit. Mais tous ces efforts ont été gâchés dès le premier jour. David est une personne pleine d'intégrité et de courage, qui a une fois sauvé la vie d'une fille en entrant dans une maison en feu quand il était au lycée. Tom, le directeur, m'a présenté ainsi lors de l'assemblée matinale de mon premier jour après le transfert, et mon monde est devenu sombre. Je voulais un nouveau départ. J'étais décidé à cela, mais mes nouveaux collègues me regardaient de la même manière que les gens de ma ville natale. À ce moment de désespoir, il est devenu clair que, même ici, je ne pourrais pas être mon vrai moi. Cette histoire personnelle n'a pas d'importance, a dit une voix froide et exaspérée. Instinctivement, j'ai regardé pour voir qui avait parlé. Là se tenait une femme aux longs cheveux lâches et ondulés, élégamment vêtue d'un tailleur. Elle semblait être une femme de haut rang, inaccessible, mais incroyablement belle. Je pourrais croire si quelqu'un disait qu'elle était une actrice. Son maquillage était impeccable et sa posture était parfaitement droite. Elle exsudait confiance. « David, voici notre chef, Anna. Elle sera votre superviseur direct, » a dit Tom, apparemment ignorant ses paroles. Il semblait qu'elle serait aussi mon mentor. « Je suis David, ravi de faire votre connaissance », l'ai-je salué. Elle m'a regardé de haut en bas comme si elle m'évaluait. J'ai ressenti une sensation légèrement désagréable. « Je suis Anna. Prouvez votre valeur en travaillant dur, » dit-elle, rejetant complètement ma tentative de me présenter. J'ai soupiré profondément à l'intérieur. Ma nouvelle vie semblait pleine de défis et je m'inquiétais de savoir si je pourrais les surmonter. Je ne pouvais pas m'imaginer bien travailler avec cette chef belle mais sévère. La seule rédemption était la gentillesse de mes collègues. Ils m'ont rapidement accepté, le nouveau venu, et m'ont appris les bases, malgré mon manque d'expérience en vente. Grâce à leur aide, j'ai pu m'adapter au nouveau lieu de travail à la fin du premier mois. Tous les jours, je faisais face aux réprimandes et aux paroles dures d'Anna. Au début, ces mots me bouleversaient et me déprimaient, mais en y réfléchissant, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas tort. Après cette prise de conscience, j'ai pu accepter ces paroles dures avec plus de sincérité. En conséquence, mes performances en vente ont rapidement commencé à s'améliorer. Maintenant, je lui en suis reconnaissant. On dirait que tu es enfin devenu un employé convenable. Organisons la fête de bienvenue que nous avons reportée, m'a dit Anna environ 2 mois après mon transfert au siège. La fête de bienvenue aurait dû avoir lieu lorsque j'ai été transféré, mais celle qui l'a interrompue était bien sûr Anna. Elle a fait appel directement à Tom, insistant sur le fait que je devais d'abord apprendre le travail avant d'avoir une fête de bienvenue. J'ai aussi demandé à Tom, veuillez donner la priorité au travail.
Le fait qu'une fête de bienvenue était en cours de planification signifiait que j'avais répondu aux normes d'Anna. J'étais plus satisfait de cela que de la fête elle-même et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Merci, tu n'es encore qu'à mi-chemin, Anna a esquissé un sourire forcé en réponse à ma grande expression de gratitude. C'était la première fois que je la voyais sourire, même si ce n'était qu'un sourire forcé. Même ainsi, elle semblait incroyablement attrayante. La fête de bienvenue a eu lieu dans un petit restaurant espagnol que nous avions loué. Il avait une petite cour avec des tables, créant une atmosphère ouverte et invitante. Mes collègues semblaient être de bonne humeur dans cet environnement décontracté. Après les salutations initiales et un toast, tout le monde a commencé à manger et à boire librement. Ce type de fête était une nouvelle expérience pour moi. Cela semblait très urbain, me faisant me sentir un peu déplacé en tant que personne de la campagne. Tout en réagissant de manière appropriée aux conversations de mes collègues, j'y ai réfléchi. J'ai réalisé que je ne m'étais pas encore complètement ajusté à cette ville. J'ai soupiré silencieusement, essayant de ne pas attirer l'attention, et j'ai regardé autour de l'endroit à la recherche d'un endroit tranquille pour boire. Dans la cour, j'ai remarqué Anna assise seule sur un banc, buvant son verre. Discrètement, je me suis éloigné de mes collègues, j'ai pris quelques amuse-gueules sur une assiette et je me suis approché d'elle. « Anna, puis-je m'asseoir ici ?» ai-je demandé doucement. Elle leva les yeux de son verre et me regarda fixement. Ses yeux étaient légèrement rouges, ce qui était étonnamment attirant. Elle semblait un peu ivre, mais son regard était ferme. Peut-être avais-je choisi un mauvais moment pour m'approcher d'elle. Une sueur froide coula le long de mon dos. « Bien sûr », dit-elle, avec un léger bégaiement dans ses mots, et elle se déplaça un peu pour me faire de la place. Ayant déjà été si loin, il n'y avait pas moyen de dire « laisse tomber », alors je m'assis prudemment sur le banc. J'ai aperçu le profil d'Anna et ce n'était pas le visage sévère habituel de mon chef. Elle semblait juste être une ivrogne ordinaire, une ivrogne très belle, d'ailleurs. « Tenez, mangez un peu », offris-je l'assiette d'amuse-gueule, et les yeux d'Anna brillèrent de joie. Le contraste avec son comportement au travail me laissa sans voix. « Vous avez été attentionné, merci », dit-elle, heureuse, tout en mangeant, clairement de bonne humeur. Elle balançait les jambes comme une enfant, faisant dangereusement osciller ses élégants talons au bout de ses pieds. « Vous semblez être de bonne humeur. »« J'adore simplement la bonne nourriture et les bonnes boissons », dit-elle, prenant une deuxième bouchée tout en parlant. Il était clair qu'elle avait beaucoup bu. Peu de temps après le toast, elle avait été elle-même habituelle, peut-être n'était-elle pas très bonne avec l'alcool. « Et, raconte-moi ton histoire héroïque que Tom a mentionnée lors de ton premier jour, » dit-elle avec des yeux endormis. Je soupirai doucement. Ce n'est pas une histoire à raconter à une personne ivre, mais avec Anna me regardant avec des yeux pleins d'espoir, je ne pouvais pas refuser. Ce n'est pas grand-chose, commençai-je avant de commencer à raconter. Cela s'est passé quand j'avais 17 ans, c'est un jour que je n'aime pas me rappeler, car c'était le pire jour de ma vie. Après le divorce de mes parents, j'ai été élevé par mes grands-parents. J'ai bêtement cru qu'un jour mon père ou ma mère reviendraient me chercher. Mes grands-parents ne parlaient pas beaucoup de mes parents, ce qui ne faisait qu'alimenter mon espoir. S'ils m'avaient dit franchement « tu es un enfant indésirable », cela aurait pu faire moins mal. Quand je suis arrivé au lycée, j'avais plusieurs façons de chercher mes parents. Je les ai secrètement recherchés, croyant qu'il y avait une raison pour laquelle ils n'étaient pas venus me chercher. Finalement, j'ai réussi à trouver leur emplacement. À cette époque, je croyais qu'il y avait une raison pour laquelle ils n'étaient pas venus me chercher et j'étais convaincu que si je les visitais, ils me recevraient à bras ouverts. Cet espoir naïf a rapidement été détruit. Ma mère et mon père vivaient tous deux heureux avec leur nouvelle famille. Je me souviens avoir senti les larmes monter alors que j'observais du coin de la rue la famille de mon père profiter d'un barbecue dans le jardin. Je n'ai pas pu les appeler. Ma mère, c'était encore pire. Quand je l'ai visitée, elle m'a demandé paniquée, « As-tu besoin d'argent ?» Apparemment, elle avait dit à son mari actuel qu'elle n'avait pas d'enfant de son mariage précédent. Elle paniquait en pensant que j'étais venu pour lui extorquer de l'argent. Je n'étais pas le bienvenu ni ne reçu d'excuses, juste traité comme une gêne. Profondément blessé, je suis sorti de la maison de ma mère sans verser une larme. Dans ma main, il y avait plusieurs billets froissés de $100 qu'elle m'avait donnés. Je comprends. Mes parents sont aussi divorcés. Je pense que toi et moi sommes similaires. Alors, tu es entré dans le feu le même jour ? Anna soupira, ses yeux lointains comme si elle se rappelait de quelque chose. Encouragé à continuer, j'ai repris mon histoire lentement.
Alors que je marchais en transe, j'ai vu des flammes s'élever d'une petite maison de plain-pied. Les camions de pompiers n'étaient pas encore arrivés et les voisins essayaient d'éteindre le feu avec des tuyaux d'arrosage. J'ai regardé en transe, me mêlant aux spectateurs. Quelqu'un a halté et quand je me suis retourné, j'ai vu une fille avec la bouche couverte, figée. Elle devait être liée à la maison en flammes. Quand j'ai essayé de lui parler alors qu'elle tremblait, elle m'a remarqué, a semblé effrayée comme si elle allait sauter, puis s'est retournée et s'est enfuie. Les camions de pompiers n'étaient toujours pas arrivés. Étant venu dans cette ville pour la première fois pour rendre visite à ma mère, je n'avais aucune idée de la région. Je ne savais pas qui vivait dans cette maison ou qui pouvait être à l'intérieur à ce moment-là, mais au vu de la panique autour de moi, je pouvais percevoir que quelqu'un était pris au piège à l'intérieur. J'ai marché en titubant vers la maison en flammes. En y repensant, j'agissais peut-être par désespoir. Je suis passé devant les adultes essayant d'éteindre le feu et je me suis retrouvé à l'intérieur de la maison avant de m'en rendre compte. Je pouvais entendre les cris et les hurlements des adultes derrière moi. Je trouvais cela drôle et je me souviens avoir ri fort. Des étrangers s'inquiétaient pour moi, alors que mes propres parents ne voulaient pas de moi. L'absurdité de mon malheur me faisait rire. Le feu ne s'était pas encore propagé dans toute la maison. C'était plein de fumée et difficile à respirer, mais encore supportable. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il serait peut-être bon que ma vie se termine là. Mourir en essayant de sauver quelqu'un dans un incendie, une fin héroïque comme celle-là rendrait mes grands-parents fiers et justifierait mon existence. Alors que le feu consommait les meubles avec des crépitements, je me suis lentement déplacé à l'intérieur. Je voulais savoir qui était piégé. Je n'avais pas l'intention de sauver qui que ce soit. J'étais une personne terrible. Arrête de rêvasser et aide-moi, une voix m'a ramené à la réalité, comme une gifle. J'ai regardé et vu une fille au visage couvert de suie rampante sur le sol. Le feu n'est pas encore arrivé jusqu'à nous, donc tu peux sortir tout seul, non? J'ai montré l'entrée, irrité par la jeune fille qui me réprimandait. Aide-moi, je ne peux pas le faire seul, alors qu'elle rampait vers moi, ses jambes étaient si fines qu'elles semblaient sans muscles. Un fauteuil roulant était renversé dans le coin. Tu ne peux pas marcher? N'est-ce pas évident? Vite, aide-moi, elle a ordonné, agrippant mon bras avec force. Sa force inattendue m'a fait chanceler et j'ai heurté mon côté contre la poignée d'une armoire. J'ai ressenti une douleur lancinante et une odeur désagréable. Il semblait que la poignée était en laiton. En chancelant, ma chemise est remontée et la poignée a marqué mon côté comme un fer chaud. Aïe, ça fait mal, ai-je crié instinctivement. La fumée devenait plus épaisse. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est la preuve que tu es en vie. J'ai encore des choses à faire, alors sors-moi d'ici. Tu es entré en semblant que ta vie était finie, mais elle ne l'est pas, je me demandais depuis combien de temps elle m'observait. Surpris, je la regardais. Je sentais une lumière forte dans ses yeux. C'était une puissante volonté de vivre. Pourquoi sembles-tu avoir abandonné la vie? Je vais prendre soin de ta vie, alors bats-toi encore un peu. Ces mots m'ont donné de l'élan et je l'ai rapidement prise dans mes bras. Je n'oublierai jamais à quel point elle semblait légère, mais portait une vie lourde. Le reste est flou, dès que j'ai couru vers la porte d'entrée, de l'eau a été pulvérisée sur moi et les pompiers ont commencé à combattre le feu. C'est à ce moment-là que je me suis évanoui, ne pouvant me concentrer que sur la douleur brûlante de la brûlure sur mon côté. Voilà mon histoire héroïque. C'est pathétique, n'est-ce pas? Juste une folie juvénile, dis-je en riant de moi-même. Anna secoua lentement la tête, ses longs cheveux balancèrent doucement et un parfum agréable flotta dans l'air. Désolé, je n'avais pas l'intention de te rappeler des choses désagréables, dit-elle en touchant ma joue de ses doigts délicats. Ne pleure pas, dit-elle, surprise. Je touchai ma joue et réalisai que je pleurais sans le savoir. Soudain, je me sentis embarrassé et couvris mon visage de mes deux mains. S'il te plaît, ne me regarde pas, désolé de pleurer pour quelque chose comme ça. Tu es embarrassé, c'est mignon, taquina Anna. Ces paroles me rendirent encore plus gêné et je ne pus lever la tête. Veux-tu entendre une histoire embarrassante de ma part? Sans attendre ma réponse, Anna commença à parler. Elle me raconta son enfance, comme moi, elle chercha désespérément ses parents divorcés. La différence était que mes parents n'étaient pas heureux, mon père était perdu dans l'alcool et ma mère, qui a toujours été mentalement fragile, était internée dans un hôpital psychiatrique. Ni ma mère ni mon père ne me reconnurent. C'est risible, n'est-ce pas? Je ne pus m'empêcher de la regarder après cette confession inattendue, trouvant son sourire timide.
Alors, je comprends ton désespoir, dit-elle doucement en regardant directement dans mes yeux. Après cela, j'ai eu une dispute avec mon ami d'enfance. Me sentant désespéré, j'ai rendu visite à cette amie et parlé de mes parents. Elle rit d'elle-même en disant qu'elle voulait juste un peu de réconfort, mais au lieu de la réconforter, son ami se moqua de son histoire. L'ami dit que les enfants grandissent sans parents et que la vie continue, ce qui rendit Anna si en colère qu'elle poussa son ami et s'enfuit. Ensuite, les choses devinrent vraiment mauvaises. Elle s'arrêta de parler à ce moment-là, sentant que ce n'était pas le bon moment pour demander plus de détails. Je détournai le regard et vis une paire de talons hauts d'apparence coûteuse jetés à proximité. Les talons abandonnés me rappelèrent le fauteuil roulant renversé à l'époque. Lentement, je me levai, pris les talons et les plaçai doucement sur le pied gauche d'Anna. « Merci », dit-elle d'une voix presque inaudible. Je ne pus qu'acquiescer en réponse. Depuis ce jour où nous avions partagé nos secrets, la distance entre Anna et moi diminua progressivement. Elle restait une patronne stricte au travail, mais nous commencions à partager des moments privés comme des repas et des films. Bien que nous ressentions tous deux une attraction mutuelle, nous ne pouvions franchir la ligne. Nous avons partagé de nombreux moments frustrantement ambigus. « David, que dois-je faire ?» Un jour, après le travail, Anna m'arrêta, semblant pâle. Je ne l'avais jamais vue aussi bouleversée. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air très pâle ?» Son anxiété commença à m'affecter et mon cœur se mit à battre plus vite. J'ai reçu un message de Mélissa, mon amie d'enfance. Elle a obtenu mon contact par des amis communs, dit-elle en essayant de se calmer pendant que je lui caressais doucement le dos. Je ne peux pas la confronter. Elle ne me pardonnera jamais, ces mots timides me laissèrent abasourdi. Qui pouvait bien intimider autant Anna ? Je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la curiosité pour cette personne. Si tu ne veux pas la rencontrer seule, veux-tu que je vienne avec toi ? Les mots échappèrent à ma bouche avant que je puisse réfléchir. Anna me regarda, surprise, réalisant à quel point j'avais été présomptueux. Rapidement, je tentai de me rétracter. Désolé d'être aussi direct, surtout que je ne suis ni ton petit ami ni rien, incapable de supporter son regard intense, je tentai de couvrir mon erreur. Je commençais à transpirer, inquiet d'avoir ruiné notre relation naissante avec mes paroles imprudentes. Bien sûr, tu viens avec moi. Si tu viens, peut-être que je pourrais m'excuser auprès d'elle, murmura Anna, absente. Je ressentis un mélange de soulagement et d'excitation à sa réponse inattendue et je devais paraître assez étrange pour ceux qui observaient, mais à ce moment-là, j'étais vraiment heureux qu'Anna compte sur moi. J'avais enfin l'occasion d'être à son niveau. C'est ce que je ressentais. Nous avions rendez-vous pour rencontrer son ami d'enfance le soir suivant. Le lieu était le restaurant espagnol où ma fête de bienvenue avait eu lieu. Au fur et à mesure que la fin de la journée approchait, je me sentais de plus en plus nerveux, presque étourdi. Mais après le travail, voir son visage fraîchement maquillé me donna un regain de confiance. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je me jurais que je serais toujours à ses côtés. Elle est probablement déjà là. Elle est très ponctuelle, dit Anna en se rappelant. Je me redressai devant le restaurant, me préparant, un peu gêné. Je décidai de dire ce que je pensais, quoi qu'il arrive. Je serai toujours à tes côtés, Anna, dis-je avec un sourire. Elle parut un peu surprise, puis me rendit un sourire très heureux. Merci, dit-elle en ouvrant la porte du restaurant. Le restaurant n'était pas réservé pour nous ce soir, donc il y avait beaucoup d'autres clients. L'endroit était animé et bondé. Elle informa le serveur de notre réservation et nous fûmes conduits à une table dans le patio. À la lumière tamisée, je pouvais voir quelqu'un déjà assis là. Anna serra ma main fort, surprise. J'essayais de rester calme et souriais, disant que tout allait bien. Elle me conduisit à la table où son amie d'enfance, Mélissa, attendait. « Ça fait tellement longtemps, dit Anna en l'appelant. » La femme assise leva les yeux, un petit visage à la peau très pâle, mais avec une cicatrice rouge sur son cou pâle et mince. Elle repoussa ses longs cheveux noirs d'une main délicate et nous sourit. « Ça fait vraiment longtemps, Anna. »« Comment vas-tu ?» Sa voix était un peu rauque, presque comme si elle était usée par l'alcool. « C'est ton mari ou ton petit ami ?» Elle taquina, regardant Anna. « Nous ne sommes pas comme ça, dit Anna en s'asseyant. Je me dépêchai de m'asseoir aussi. « Mélissa, c'est mon collègue, David, présenta Anna. « Je suis David, enchanté de vous rencontrer, saluai-je. » Mélissa fit également un léger signe de tête, disant bonjour. Anna avait dit qu'elles étaient amies d'enfance,
mais Mélissa semblait plus jeune que moi. Anna était comme une grande sœur pour moi. Je t'ai cherché pendant longtemps, Mélissa, dit-elle alors que nous avions nos boissons. J'étais inquiète de t'avoir blessée, Anna fut surprise par les mots de Mélissa, mais je ne regrette pas ce que j'ai dit à l'époque. Je croyais que tu devais vivre ta propre vie, Anna. Il y a beaucoup de gens qui pourraient te réconforter avec des mots creux, dit Mélissa en versant du vin rouge du décanteur dans son verre vide. Elle baissa légèrement les yeux et esquissa un sourire autodérisoire, peut-être se souvenait-elle de la situation qui avait causé leur séparation. Je l'ai réalisé bien plus tard dans la vie. J'avais l'habitude d'être influencé par ces mots gentils et superficiels, dit Anna en vidant son verre de vin d'un coup. Je me sentis un peu inquiet qu'elle puisse trop boire. Comme une excuse, je vais prouver que tu peux façonner ton propre destin. C'est pourquoi je t'ai retrouvé, Anna, dit Mélissa, tapant des talons et se levant de sa chaise. Je l'observais distraitement, sans y penser beaucoup, mais à côté de moi, Anna ouvrit grand les yeux de choc, incapable de parler. Elle semblait avoir oublié de respirer pendant un moment. C'est le futur que j'ai conquis par moi-même, Mélissa a cliqué des talons en se tenant à côté d'Anna, puis a tourné, faisant s'ouvrir sa longue jupe comme des pétales. Attends, tu peux marcher? Comment, pourquoi, comment, Anna a répété, confuse, et Mélissa a souri ironiquement. Je ne pouvais pas seulement parler grand avec toi sans le prouver par moi-même. La réhabilitation a été difficile, mais j'ai réussi. Désolé d'avoir pris autant de temps, dit Mélissa, et des larmes ont surgi dans les yeux d'Anna. Apparemment, Mélissa était en fauteuil roulant et maintenant elle tournait devant nous complètement rétablie. Cela a dû demander une quantité énorme de réhabilitation et d'efforts. Et toi, lève-toi un moment, elle a ordonné du doigt. J'étais étourdi par l'action soudaine. Je savais, c'est toujours là, regarde Anna, ce cœur, rappelez-vous, Mélissa a ri en pointant vers mon côté, Anna regardait toujours ma cicatrice de brûlure, la marque en forme de cœur du bouton encore clairement visible comme une cicatrice de brûlure. Ce design de bouton kitsch, tout comme avant, Mélissa a ri sincèrement en regardant les 3 marques de brûlure en forme de cœur. Je ne pouvais pas y croire, mais sa réaction était incontestable. Tu dois être la fille en fauteuil roulant de l'époque, Mélissa a acquiescé, oui, et m'a regardé avec des yeux incroyablement doux. Son expression compatissante a fait battre mon cœur plus vite. Comment tu m'as reconnu? Mélissa a ri doucement à ma question. Qui ne regarderait pas la personne qui a sauvé sa vie? Il semblait que Mélissa m'avait observé pendant longtemps et elle a dit qu'elle était surprise de la coïncidence que je sois devenu le collègue d'Anna. Merci de m'avoir sauvé à cette époque, je rends la vie que je te dois, mais honnêtement, je voulais te garder juste pour moi parce que tu as été mon héros, mais je vais laisser Anna t'avoir, dit Mélissa, souriant malicieusement à Anna. Elle semblait un peu triste et je ne pensais pas que c'était juste mon imagination, quelle coïncidence. Alors tu m'as vu fuir effrayé quand le feu a commencé, David, les paroles d'Anna m'ont ramené le souvenir de la fille au visage pâle fuyant la scène, c'était Anna. C'est comme une intervention divine, mais je suis content maintenant que tout soit réglé. Dieu sait sûrement comment faire correspondre les choses. Alors quelle est exactement votre relation? Demanda Mélissa avec un sourire taquin, et Anna et moi nous sommes regardés comme convenus. Voyant le visage d'Anna rougir, j'ai su que c'était le moment d'agir. Anna est la personne la plus précieuse pour moi, c'est la seule femme que je veux protéger à mes côtés pour toujours. J'ai été surpris par l'intensité de ma propre voix venant du fond de mon estomac. Après un moment de silence, il y a eu des applaudissements forts venant de l'intérieur du restaurant et des autres tables du patio. C'est ça mec, quelqu'un a crié, me faisant soudainement sentir gêné. Alors, quelle est ta réponse? Poussée pour une réponse, Anna a légèrement acquiescé et a dit, moi aussi, je veux être avec toi. J'ai senti comme si un miracle venait de se produire, il y a eu une autre série d'applaudissements et de toasts dans le restaurant. Mélissa nous a regardés avec satisfaction. Maintenant que j'ai payé ma dette, vous deux devez vous assurer d'être heureux ensemble, Anna, sinon je ne te pardonnerai pas. J'ai vigoureusement acquiescé aux paroles de Mélissa et j'ai serré fermement la main d'Anna. Nous serons sûrement heureux, nos vies sont faites pour être vécues, je me sentais incroyablement fier en disant ces mots.